on a d'abord écrit notre service technique qui nous permettait qui va nous aider pour le signalement. Ce service technique, en fait, il contient une méthode pour créer un emplacement, pour lire un emplacement ou pour déclencher une écoute à un emplacement. Ensuite, on a écrit notre service qui va gérer la connectivité entre les deux joueurs, pouvoir joindre la connexion, pouvoir créer une connexion, pouvoir aussi même initialiser le data channel et pouvoir déplacer le pion. On a bel et bien vu que tout ce qui est data channel aurait pu être abstrait via une interface et on aurait juste voilà injecté dans ce service là l'une des implémentations afin de favoriser la testabilité. Mais le but ici dans cette playlist-ci, c'est principalement de voir ensemble comment WebRTC via son API RTC Data Channel peut nous permettre de développer des jeux fluides de temps réel en P2P. Dans une prochaine ensemble de vidéos que je ferai, je te montrerai comment faire tout ça en fait avec un cas concret pratique issu de l'industrie en te basant sur les principes de la clean architecture ou architecture hexagonale si tu le préfères. Ensuite, on a développé donc notre bot service. Notre bot service, lui, principalement, il va se charger de la synchronisation de notre tableau de bord. C'est lui qui va gérer le positionnement des pièces initiales. Les pièces initiales sont à gauche et à droite. C'est lui qui va gérer aussi le tableau de jeu proprement dit, les différents déplacements. Il faut bien que lors d'un différent déplacement, que le tableau de jeu se mette à jour, qu'il soit synchronisé. Et aussi, il faut bien qu'on puisse tester si un joueur a gagné. Maintenant, on va donc passer à la suite. La suite va donc consister principalement donc maintenant à créer un composant. On va créer un composant qu'on va appeler tic-tac-toe. Et ce composant, c'est dans ce composant tout simplement maintenant qu'on va implémenter toute la logique côté UI de notre jeu. Dans ce composant, il sera question pour nous de déplacer les pions en se servant des drag and drop personnalisés comme on verra, mais aussi d'écouter le déplacement des pions du joueur distant et mettre à jour l'interface en conséquence. Bien évidemment, à chaque déplacement de jeu, on va appeler notre méthode check victory. Alors, sans plus tarder, allons-y. Ok, normalement, on a là notre composant. On va commencer par le HTML. Bien sûr, il y aura beaucoup de rouge. Bon, le HTML et le CSS, je vais principalement juste leur copier et coller là. Bon. Alors, voilà, on se rend compte qu'il y en a quelques rouges là, ce qui est tout à fait normal, hein. On va ensemble résoudre ça. Mais ce que je vais expliquer ici, qui est très important, c'est des événements. Peut-être tu les connais déjà, Dragstar, Drop et Dragover. Dragstar, c'est l'événement qui est appelé lorsqu'on commence à déplacer le pion. On va se servir de ce Dragstar si en fait pour customiser l'événement qui sera envoyé une fois, ou du moins qui sera reçu une fois le pion déposé. Donc Dragstar, c'est l'événement qui est déclenché quand on commence à déplacer le pion. Alors vous avez ici Drop. Drop, c'est l'événement qui est déclenché lorsqu'on a déposé le pion, et lorsqu'on dépose, on va appeler pour ça la méthode onDrop. Et Dragover, c'est l'événement qui est déclenché lorsqu'on survole tout simplement une case. Donc on va voir que ce qu'on va simplement faire, c'est qu'on va lui dire qu'au survol permet qu'on puisse déposer, parce que par défaut, voilà, on ne peut pas le faire. Donc on va se servir d'un prevent default pour lui demander de permettre qu'on puisse déposer. Bon, c'est assez simple que ça. Là, bon, on a utilisé des NG4, c'est vrai. À partir de la version 20, c'est carrément déprecate. N'hésitez pas à remplacer mes NG4 là par le nouveau control flow d'Angular, notamment avec la notation @for
qui est même la bonne pratique, voilà, parce qu'elle nous force à utiliser le trackbait, ce qui est la bonne pratique. Bon, dans le cadre de cette démonstration simple, je l'ai pas fait, mais voilà, c'est la bonne pratique, c'est la bonne approche à faire. Je me suis attardé principalement ici dans cette playlist. Je me suis attardé principalement sur comment est-ce que les choses communiquent entre elles et sur comment est-ce que WebRTC peut être utilisé pour faire du temps réel entre deux machines. Mais bien évidemment, il faut remplacer ce ngFor par @for, bien sûr, avec un trackby. Et aussi, il faut remplacer ce ngIf. Il faut bien évidemment remplacer ce ngIf là par @if. Je précise que @for et @if constituent en fait le nouveau. Ce sont des built-in control flow dont on les utilise sans avoir besoin de faire un quelconque import parce que c'est natif au framework. Bon, une fois que j'ai fait ces précisions, on va sans plus tarder continuer à l'implémentation de la classe de ce composant. Hmm. Bon, on va le rendre standalone, c'est tout. Et voilà, on va un autre point aussi très important, c'est de pouvoir c'est le CSS. Le CSS aussi est fondamental. Je disais tantôt un autre point très important, en fait, c'est le CSS que je vais juste copier, coller. Bon, ce CSS, il utilise la grid, CSS grid. Bon, je vous laisserai regarder principalement ça en détail. Le but ici n'est pas de venir principalement. Un autre style aussi important qui sera utilisé pour faire pleuvoir en quelque sorte cette petite pluie que vous voyez dans la démo, là, cette petite pluie avec que ce soit des cercles, soit des carrés. Il y a un style que je vous invite à copier et à coller le style global de votre dans le style global de votre application, donc c'est-à-dire dans le style SCSS. Voilà, et c'est tout bon. Voilà. Une fois qu'on a fait ces deux trucs, on a bel et bien là le style de notre tableau de bord. On va passer donc maintenant aux composants tic-tac-toe proprement dit. Alors, pour le composant tic-tac-toe proprement dit, on va commencer d'abord logiquement par importer les deux services dont nous avons besoin, le tic-tac-toe board service et le pgame connection service. Ensuite, donc, on va voir notre tableau board qui sera égal à board service. Bon, but. Voilà. Et ensuite, on aura besoin aussi, voilà, on aura besoin aussi pour la victoire, on aura besoin aussi d'injecter document pour faire ce rendu victorieux que vous avez vu là.
Bon, voilà, une fois que c'est fait, on a en fait notre board qui est un signal, right type signal. On a nos pièces de gauche, nos pièces à droite. On va se servir en fait de documents et de renderer tout pour faire sortir l'animation au cas où un joueur réussissait à aligner trois pions dans la même direction, ce qui constitue une victoire. Bon, on aura besoin d'un constructeur. Voilà. Alors, dans ce constructeur, on va se servir d'un effect. Alors, l'effect ici peut être justifié. L'effect ici est grandement justifié par le fait que on s'en sert uniquement pour la synchronisation avec la vue. Donc, en gros, dès qu'on a une nouvelle donnée qui est poussée par le pi distant, on synchronise simplement la vue, en fait. Bon, vous aurez pu, comme expliqué plus tard, dans le passé, tant pour moi, vous aurez pu vous servir d'un behavior subject tout simplement. Et ce qui serait passé, c'est que en cas d'utilisation d'un behavior subject, lorsque vous avez ici le nouveau message, hein, au lieu de faire, lorsque vous avez ici le nouveau message, au lieu de faire tous, utiliser cette approche avec un ressource streaming, moi j'utilise un ressource streaming, c'est assumé, bien que ce soit expérimental, c'est assumé, juste parce qu'on est en train de réviser des concepts tous ensemble, mais si vous préférez, parce que vous êtes dans un contexte de hyper exigeant, si vous le souhaitez, vous pouvez plutôt utiliser directement ici un behavior subject. Dès qu'il y a un nouveau message, vous émettez et vous recevez ce nouveau message dans votre composant directement. Ça vous permet aussi de synchroniser la vue. Mais nous, on a choisi ici, de manière assumée, d'utiliser une ressource streaming. Alors, qu'est-ce que je fais dans un premier temps? Je commence d'abord par regarder si le data channel est désactivé. Si le data channel n'est pas encore activé, alors on ne fait aucune chose. On va simplement retourner. Bon, service. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, data channel on. Alors, à ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On retourne, on ne fait rien, tout simplement. On ne fait rien. Et par la suite, donc maintenant, si c'est activé, si le data channel est activé, alors à ce moment, donc, on commence par avoir la première valeur déplacée. Donc le premier déplacement de pion qu'a effectué le pire distant. S'il n'a pas encore effectué, tout simplement on aura comme vu la valeur initiale. Voilà. Et on va tester tout simplement si c'est pas undefined. Et aussi, on va tester aussi également si c'est undefined ou si c'est undefined ou si l'identifiant est à 1, à moins 1, tant pour moi. Si l'identifiant est à moins 1, ça veut tout simplement dire que le joueur n'a pas encore déplacé son pion. Et qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on ne fait rien. Voilà. Voilà. Dans moins 1. Et par la suite, maintenant, le cœur du truc même, on va l'exécuter dans un non-track. Bon, voilà pourquoi on va l'exécuter dans un non-track. On va l'exécuter dans un non-track tout simplement pour éviter que la méthode check victory ne déclenche le signal. Parce que rappelez-vous, si on revient là, dans notre méthode check victory, elle met à jour, dans notre méthode apply move, autant pour moi, notre méthode apply move, elle met à jour un signal. Donc pour éviter en fait que cette méthode apply move ne déclenche aussi l'effet, alors c'est pourquoi on va l'appeler dans un non-track, parce que si on ne l'appelle pas dans un non-track, étant donné qu'elle met à jour un signal, il pourra être tenté, elle dépend d'un signal qui se met à jour. Voilà, ça pourra être
ça pourra déclencher encore l'effet. On déclenche l'effet dans l'effet, ce qui va causer une boucle infinie et va provoquer en fait un freeze de l'interface. Donc ici, on va appeler apply move dans un on-track pour éviter un freeze de l'interface. Donc parce que en gros, on serait dans un cas où l'effect appelle l'effect. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce on-track? On commence par appeler notre bot service et après on appelle sa méthode apply move et on lui passe tout simplement l'objet move qui contient le déplacement du pion et par la suite donc maintenant on regarde s'il y a un gagnant. Après chaque déplacement du pion du joueur distant, on vérifie s'il est le gagnant. Et on va faire pareil aussi tout à l'heure lorsque le joueur local, bien évidemment, va déplacer son pion. On va vérifier si ce déplacement fait de lui le gagnant. Et assez simple ici, on va tester s'il est gagnant. S'il est gagnant, bon, on ne fait pas un retour, mais on va appeler une méthode que nous n'avons pas encore. Bon, si y a un gagnant, on doit appeler Show Victory Animation qui est la méthode en fait qui sera responsable du. On va l'écrire tout de suite. Cette méthode en fait, elle sera responsable de faire pleuvoir cette petite pluie que vous avez vue là. Pardonnez la répétition. Show Victory Animation. Non. Bon, on va l'implémenter tout de suite. Bon, voilà un peu le cœur du truc. C'est pourquoi j'ai pris la peine de l'implémenter avec vous. Maintenant, on va expliquer les autres méthodes. On va les copier et les expliquer. Bon, dans un souci aussi de pas trop alourdir, cette playlist que je voulais assez bref. Mais là, on est déjà carrément à près de 2 heures de temps. Bon, du coup, je vais copier et expliquer. Alors, on va commencer par la méthode AlloDrop. AlloDrop, comme expliqué, AlloDrop est appelé ici. Voilà, elle est appelée en drag over. Elle est appelée en drag over parce que, bon, voilà, on est malheureusement obligé d'importer. Mais voilà, je veux comment fondement utiliser plutôt @for et @if. AlloDrop est, si vous voulez, est utilisé par drag over. Elle est utilisée par Dockover simplement pour dire que on veut empêcher le comportement par défaut parce que par défaut, vous n'avez pas la possibilité de déposer un élément sur un autre, mais on annule ce comportement pour permettre que nos pions déplacés puissent être positionnés sur la case cible, tout simplement. Et maintenant, on drop, avant même d'expliquer on drop, expliquons on drag start. Que fait on drag start? On drag start est appelé lorsque on commence à déplacer le pion. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir un drag event. On prend certaines informations comme l'identifiant, le type du pion et la position. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement les positions initiales. On va mettre à jour l'événement avec ces informations. On va prendre l'événement. En gros, ici, nous sommes en train de construire un drag and drop personnalisé. Donc, on met à jour la data. Dans l'événement, on avait bien une variable qu'on appelle data transfer. On dit, voilà, elle va contenir une variable type qui qui sera un peu en quelque sorte qui va contenir notre variable type qui est soit un cercle, soit un carré. Elle va contenir aussi l'identifiant du pion et on va tester si les positions sont différentes d'un define. Ça veut dire que si le pion était déjà sur une case du tableau, alors on met aussi à jour le from X et from Y, donc pour dire que il vient de tel endroit. Voilà ces coordonnées. Et maintenant, que fait onDrop? Tout simplement, onDrop, c'est lorsqu'on a déposé déjà le pion. Il est appelé sur l'événement
drop. Voilà. Lorsqu'on a déposé le pion, en fait, tout simplement, on rappelle le prevent default pour lui dire que permet qu'il soit positionné. Et ensuite, donc, maintenant, on récupère les data, on va récupérer le type. On fait un cast pour dire que ce soit un cercle, soit un square, un carré. Et on récupère l'identifiant. On récupère aussi, au cas où il y en a, les positions initiales. S'il n'y en a pas, les positions initiales sont mises à -1 et -1. Par la suite, donc, ce qu'on fait, c'est que on va vérifier si si la position finale est déjà à nul. Et si la position est à nul, on construit l'objet move. Et quand on construit cet objet move, en fait, par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On va appeler apply move. Apply move qui est responsable du déplacement du pion sur le tableau. Donc, déplacement des pions, que ce soit du joueur local, que ce soit du joueur distant. Apply move, nous l'avons implémenté il y a quelques minutes. Et ensuite, donc maintenant, après avoir fait un apply, on fait un send. On appelle la méthode sendC pour pouvoir envoyer le pion via notre data channel pour que le joueur distant puisse le recevoir. Et une fois que c'est fait, on va appeler notre fameuse méthode check victory qui nous permet de savoir si on a déjà un winner. Et si on a un winner, on appelle show victory animation. Bon, show victory animation, quant à lui, son code est tout classique en fait. Le but de show victory animation, c'est de il va créer une div. Voilà, il va ajouter à cette div là une classe. Et cette classe est contenue dans le style CSS que je vous ai fait copier ici, Victory Rain. Voilà, c'est pourquoi on l'a mis dans un style CSS plus global pour que ce style soit déjà présent dans le DOM au moment où on appelle show Victory Animation. Et ensuite, il rajoute des classes spécifiques, il met à jour des styles. Et à la fin, ce qu'il va faire tout simplement, c'est qu'il va rajouter tout ça dans le body. Là, c'est ça qui fait en sorte qu'on puisse voir cette pluie dans le navigateur. Donc voilà un peu concrètement ce que fait ce composant là. Bon, une fois qu'on a fait tout ça, est-ce que c'est fini? Non, c'est pas encore fini. Maintenant, il faudrait qu'on puisse appeler un autre composant tic-tac-toe quelque part.